Tu es venu nous souhaiter le bonsoir, dit l'Espagnol sans se retourner. Blanche va bien? Elle dort déjà? C'est sans doute que vous avez passé une bonne journée. Je me tenais immobile dans l'embrasure de la porte, appuyé au chambranle. L'Anglais rangeait des sacs sous son lit. Tu vois, tout a marché à merveille, comme les autres fois. Il n'y a d'ailleurs aucune raison pour que cela se passe autrement, n'est-ce pas? Tu venais aux nouvelles. Ou bien tu voulais quelque chose à fumer. Pour les nouvelles, nous partons demain comme prévu. Pour le hashish, sers-toi. Il y en a sur la petite table là. Je ne savais comment engager la conversation. Je fis 3 pas en direction de la table et saisis le rouleau de papier aluminium. Il est très bon, je suppose, dis-je. Ouvre et goûte, tu verras bien. Et l'Anglais éclata de rire en voyant mon air embarrassé. Allez, ne fais pas cette tête. Ce soir est une fête, il me semble. C'est que, justement, dis-je, j'aurais voulu que nous parlions tous les 3. Il y a du nouveau, enfin du changement. Blanche et moi, nous n'allons pas pouvoir redescendre avec vous. Nous avons décidé de continuer vers l'ouest, la route des montagnes qui passe à Meymana et qui va jusqu'à Héra. Si nous retournons à Kaboul, nous perdrons du temps. À cause de l'hiver, nous ne pourrons plus prendre ce chemin. Voilà. Je sais que je ne tiens pas parole, mais vous êtes 2, vous pouvez ramener les voitures à Kaboul. J'ai fait la moitié du contrat et je ne demande rien. Ne parlons plus de ces $100, je ne veux rien. Ça ne vous aura pas coûté beaucoup plus cher de voyager avec nous. Ben, j'espère que vous ne m'en voulez pas, ce sont les aléas des voyages. L'Anglais, depuis quelques minutes, s'était arrêté dans ses gestes et il me regardait dans les yeux. C'était lui qu'il fallait convaincre. L'autre se rangerait à sa décision. Or, il ne manifestait aucun étonnement. L'annonce de ma défection n'avait pas l'air de le surprendre. Sous la frange de cheveux qui tombait sur son front, le regard restait pur et vide de toute colère. Un espoir enfantin monta en moi. Au fond, ce n'est pas si difficile de prendre des décisions. On croit que personne ne peut comprendre, mais c'est encore une idée qu'on se fait. C'est parce qu'on imagine trop ce que les autres feraient à notre place. Il suffit de dire la vérité pour être entendu. La vérité, tout simplement. L'Anglais s'était installé dans un fauteuil indien, près de la table, cependant que son compagnon s'asseyait sur le lit. « Eh bien, ça au moins, c'est une nouvelle. Qu'en penses-tu » L'Espagnol hochait doucement la tête, répétant « Oui, pour une nouvelle, c'est une nouvelle. » Se moquait-il de moi? Faisait-il semblant de ne pas prendre ma déclaration au sérieux? Ou bien était-il simplement surpris? Il ne s'attendait pas à ça, mais ça ne va pas les gêner beaucoup, j'en suis sûr. « Alors, vous allez vous offrir une balade d'amoureux dans les montagnes du Nord. En plein hiver. Sans argent et sans voiture. Vous croyez que c'est bien raisonnable, jeunes gens? Avez-vous bien réfléchi? » La vérité, seule la vérité peut vous rendre libre. Ces paroles de l'Évangile me revenaient sans cesse, pendant que l'Anglais posait ses questions, dont il détenait les réponses. J'étais à nouveau dans le mensonge. Cette idée de prendre la route du Nord, toujours plus au nord, m'était venue pendant que je montais l'escalier après avoir quitté Blanche. C'était le premier mensonge qui m'était passé par la tête. J'avais peu de chance qu'il me croie. Les routes là-haut deviennent vite impraticables à l'entrée de la saison des pluies, puis des neiges. Peut-être était-il déjà impossible de passer à cette époque de l'année. Et puis, comment expliquer ce voyage?
Nous n'avions rien, pas de moyens de transport, pas d'argent. Nous ne pouvions tout de même pas marcher en cette saison, surtout une femme. Au fur et à mesure de mon mensonge, j'en découvrais toute l'invraisemblance et la puérilité. Mais il était trop tard. Il fallait maintenant s'accrocher à la moindre parcelle de vérité pour tenter de convaincre. Au fond, c'est encore un jeu de plus, une complicité de plus, c'est quelque chose de plus qui, à chaque instant, nous prive d'un morceau de réalité. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je vis dans le mensonge. Mais aujourd'hui, c'est devenu plus important, plus vital. Que puis-je faire en face de ces deux démons qui font semblant de me croire? Comment être sûr de quoi que ce soit? L'Espagnol préparait un mélange qui contenait beaucoup plus de hashish que de tabac, et semblait se désintéresser de la suite des événements. L'autre gardait les yeux fixés sur moi comme s'il essayait de lire dans mes gestes et dans mes attitudes quelque chose qui lui aurait échappé. Je décidai d'aller m'asseoir dans l'autre fauteuil. L'Anglais reprit. « Évidemment, c'est ennuyeux, mais je ne peux pas vous en vouloir. C'est une sottise d'amoureux. Ça vous passera bien, je l'espère pour vous. Ce qui m'ennuie, c'est que tu avais donné ta parole et que maintenant tu te défiles. Ça, vois-tu, ça m'étonne un peu de toi. Je n'étais pas tout à fait en confiance avec toi, mais je ne pensais pas que tu pouvais manquer à ta parole. » Cet homme est encore plus redoutable que je ne pensais. Il sait tout le mal qu'il est en train de me faire. Il sait qu'il me vrille le cœur. Il sait où il frappe, et il ne frappe qu'à coup sûr. Pour le plaisir, parce qu'il sait que je ne changerai pas la vie. C'est sans doute pour cela qu'il met tant d'acharnement à me démolir. C'est le type le plus pervers que j'ai jamais rencontré. Et l'autre, qui fait semblant de ne pas être là, je suis certain qu'il ne perd pas un mot de ce spectacle, qui ne doit pas lui déplaire. Il est vraiment temps que nous prenions nos distances, Blanche et moi. Je revis la princesse allongée sur le lit dans la pénombre de la chambre, me fixant d'un regard que je ne lui connaissais pas. Tout nous détruit ici, quand on quitte le sentier qu'on s'était choisi. Le sentier ou la voie la plus royale. Il suffit d'un renoncement et voilà qu'il entraîne tous les autres. Tout le monde a raison et tort à la fois, et c'est ce qui est difficile à admettre. Il n'y a plus rien qui soit tranché, définitif, entier. Nous voilà dans un monde parcellaire, bâti de fragments, qui ne s'ajustent pas les uns aux autres, avec des vérités impossibles à vivre et leurs contraires, qui vous tendent les bras. Alors que certains jours tout vous paraît si simple, si immédiat. À cette heure, je sais que je mens, que j'invente, et je ne connais même pas la portée de mon mensonge. Je crée des réalités qui m'échappent et après lesquelles je vais courir lorsque j'aurai commencé à croire à mon propre mensonge. Oh, ce mot qui dit à la fois la tromperie et le rêve. Ce mot de tout petit enfant qui lutte pour la vie. Ce mot qui fabrique de la réalité. Le vertige me reprenait, vertige des mots et des pensées hors de tout espace vivant. Les objets de la pièce n'avaient plus ni pesanteur, ni présence. J'aimerais avoir un boulet au pied qui me garde dans la vérité des choses simples. Un boulet au cœur qui me maintienne dans les amours véritables. Je suis en train de sombrer. Tout est en train de sombrer. Et ce n'est la faute de personne. Même ces deux-là ne sont pas responsables. Moi, de ce qui m'arrive, peut-être, mais ce n'est pas certain. Dieu me fuit comme si j'avais la peste. L'amour me manque. La beauté s'amenuise jusqu'à disparaître, jusqu'à faire place
au sordide. Même ici, à la porte du désert, le vent charrie des odeurs de cadavres. Je ne les vois pas, mais je les sens. Tous ces morts qui tournent inlassablement dans l'ombre, comme s'ils m'attendaient. J'ai mal à la tête, tout mon corps souffre. J'ai mal à l'univers et je suis là, en train de balancer si oui ou non j'ai renoncé à une parole donnée à quelqu'un que je méprise et qui ne me vaut pas. Que je méprise. Il me reste l'orgueil, l'immense orgueil. Ce qui reste aux pauvres lorsqu'on leur a tout pris. Le silence était devenu pesant. J'appuyais la tête dans ma main, le bras sur la coudoir du fauteuil. L'anglais était toujours aussi méditatif, et l'espagnol avait allumé un chewing-gum qu'il me tendait. L'envie de me lever et de partir me traversa l'esprit, mais je restai là, assis, tranquille et indifférent, après avoir avalé longuement la fumée. « Il est bon, tu ne trouves pas ?» plaisanta l'espagnol. Puis, imitant l'accent des Afghans ou des Indiens lorsqu'ils parlent anglais, « Good stuff, mister, forget all your trouble. » Il parvint à m'arracher un sourire et parut en être fier. Il ne se doute pas que quelque chose ne va pas et qu'il vaudrait mieux en finir vite. Nous n'avons plus rien à faire ensemble. Le contrat prend fin à cette minute. Je lui adressai un regard que je voulais complice, mais il avait déjà détourné la tête. L'anglais sortit de son mutisme. Bien sûr, ce n'est jamais plaisant de voir quelqu'un se dégonfler comme ça. Mais ce n'est pas très grave, tu as raison. Je crois qu'on pourra très bien s'en sortir tous les deux. On l'a fait bien d'autres fois. Ta présence était juste une précaution, rien de plus. On doit pouvoir arriver à vivre sans précaution. Qu'en dis-tu ? J'attendais la suite du discours. Alors, plus de précaution, poursuivit-il. Allez, on va fumer quelques grammes. Ne parlons plus de cette histoire. Je te souhaite un bon voyage dans tes montagnes glacées. On pensera bien à toi quand on sera au chaud cet hiver. Fais-en un autre, ajouta-t-il en s'adressant à l'Espagnol. On va faire aussi un thé. Un thé spécial qui va nous remonter le moral. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Et puis, il faut fêter votre départ. On ne peut tout de même pas vous laisser partir comme ça. Et plus bas, il répéta. Non, on ne peut vraiment pas vous laisser partir comme ça. Je me levai maladroitement. Je vais chercher Blanche, dis-je. Elle sera contente qu'il n'y ait pas de problème. Et j'ajoutai à l'adresse de l'anglais. Tu sais, j'avais peur que tu prennes mal ma décision. Je suis heureux que les choses s'arrangent de cette manière. Puis je m'engouffrai dans le couloir. En descendant l'escalier, je commençai à ressentir les premiers effets de la petite fumée, et je riais tout seul en bondissant de marche en marche. Blanche ne dormait pas. Elle regardait le mur droit devant elle, attentive à un invisible message, indéchiffrable à tout autre humain. Je lui parlai sans effort, et elle accepta de remonter avec moi dans la chambre des dealers. Elle paraissait plus lointaine, plus avancée dans la tristesse qu'à l'ordinaire. Moi, j'avais déjà tout oublié de la scène qui nous avait séparés. Elle en était encore prisonnière, comme torturée par les gestes de son prince, dont elle ne comprenait pas la violence. Elle montait les marches en me tenant la main, accrochée à moi. Sa démarche était devenue mécanique,
et ses gestes simples et désespérés. Elle s'arrêta sur le palier et passa une main sur son visage d'un air las et absent. J'ouvris la porte. Les deux compagnons étaient toujours là, à la même place, dans une sorte d'ivresse patiente. Ils accueillirent Blanche en souriant. « C'est la soirée des adieux !» articula difficilement l'Espagnol. « On ne pouvait pas fêter ça sans toi !» L'Anglais avait bourré un autre chilhomme que Blanche voulut bien allumer. Elle aspira la fumée comme un mourant aspire la mort. Je descendis chercher du thé, mais mes jambes ne me portaient plus, et je dus m'arrêter à l'étage de notre chambre. Je m'allongeai sur le lit, et le long rêve éveillé commença. L'Anglais somnole dans le fauteuil indien qu'il n'a pas quitté depuis le début de la soirée. Son compagnon, lui non plus, n'a pas bougé. Il est toujours sur le lit, étendu sur le côté, et il regarde Blanche. Et Blanche le regarde. Ils ont fumé encore, comme s'ils voulaient repousser les limites de leur être, comme s'ils voulaient retarder la venue du moment qu'ils pressentent. Blanche vient de se lever. Son corps est parfaitement aérien. Elle ne comprend pas la torpeur qui s'est emparée des autres. Elle fait quelques pas vers la porte, et elle n'est pas étonnée de sentir derrière elle la chaude présence de l'Espagnol. Il n'y a plus un bruit nulle part dans le monde, et c'est à peine si l'on entend les chœurs. Ils commencent à descendre l'escalier sans avoir échangé un seul mot, sans un geste de connivence. Aucune marche ne vient les trahir par aucun craquement. Lorsqu'ils atteignent le hall de l'hôtel, ils enjambent aisément le corps du gardien qui dort à même le sol en travers de l'entrée. La rue s'ouvre sur les étoiles et le vent parle d'une voix douce qui les conduit. Ils ont réglé leurs pas sur le même rythme et avancent, portés par la musique qu'ils créent. La ruelle où ils se sont engagés maintenant résonne de tous les chants et de tous les silences confondus. Le murmure des bêtes les attire, les aspire. C'est une maison basse, à l'abri des grands froids, une maison bâtie pour lutter contre novembre. Ils poussent la barrière et entrent dans la chaleur nouvelle. Les brebis dorment ou ne dorment pas, rien ne bouge. Ils n'ont pas dérangé l'ordre du monde. Ils se sont allongés sous la lucarne, et Blanche surveille le manège des étoiles qui filent derrière les nuages, des nuages d'hiver, fins comme des voiles. Une brebis lèche les cheveux de Blanche, et Blanche est attentive à cette tiédeur humide qu'elle sent sur sa tempe, et qui finit par gagner tout son corps sous les baisers de l'Espagnol. Craquement de la paille et harmonie des souffles, il vient d'entrer en elle.